Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, alors nous allons passer à la deuxième phase avec des étudiants de master sur ce thème de la belle et la bête. Je vous rappelle, avant de l'oublier, que un certain nombre de photos sont prises et que vous pourrez avoir une vision assez exacte de ce qui se fait en vous connectant sur Facebook, faculté de droit. J'en profite de remercier notre chargé de communication, Anaïs, et puis tous ceux qui, photographes, techniciens, nous ont aidés à organiser cet après-midi. Bien, alors nous allons appeler à la barre Lorraine Lévy. Madame, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour, mon cher confrère, cher public. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête, nous dit Pascal. C'est là tout le problème de cette affaire qui oppose Belle à la bête, deux êtres destinés à vivre une histoire d'amour éternel. Dans cette tragédie, les apparences sont trompeuses. Aussi, je vous demanderai de vous détacher de tous vos préjugés sur les contes de fées qui ne sont donc qu'à bercer les enfants. Ce procès ne peut pas être abordé avec une vision manichéenne, car il est impossible de distinguer d'un simple regard le bien du mal, le bon grain de l'ivraie, la belle de la bête. Et il en va de même pour mon client, la bête, qui, avant d'être victime d'une malédiction, avait tout du prince charmant. Depuis, il vit reclus dans un château, fuyant les reflets et les regards honteux de cette apparence. Ses longues journées de solitude sont toutefois égayées par ses domestiques. Big Ben, une horloge maître d'hôtel et Lumière, un chandelier maître d'hôtel. Le premier étant majordome, excusez-moi. Par le passé, il est sorti de sa forteresse pour sympathiser, se lier d'amitié, trouver l'amour. Mais dans un royaume où la beauté est le plus attrayant de tous les mirages, il n'a eu de cesse d'être rejeté. Citoyens du royaume, vous êtes venus avec vos bottes de 7 lieues, sur votre cheval blanc. Mais navré de vous décevoir, je ne suis pas ici pour vous narrer l'histoire d'un preux chevalier et d'une belle endormie. Devant vous se joue le procès de la vanité contre la bonté. Notre affaire débute il n'y a pas fort longtemps, dans une contrée pas si lointaine. Dans un petit village de campagne vivent une jeune femme et son père, un inventeur farfelu. Ce dernier fabrique une machine sans grande utilité, mais valant peut-être un petit pécule. Sa fille a tant de grâce et d'élégance qu'on l'a surnommée Belle. De beau, elle n'a que le prénom, car son âme est empreinte d'une maléfique noirceur. Mais voilà, cette vie tranquille ne convient pas à Belle, qui décide de quitter ce hameau trop ordinaire. Elle abandonne ce père aimant, l'ingratitude des enfants, et s'en va pour vivre autre chose que cette vie, pour trouver la maison de ses rêves. Bref, pour faire de sa vie un conte de fées. Et comment compte-t-elle s'y prendre? Le travail? L'engagement? Le mérite? Que nenni! Voyez-vous, Belle ne se sent pas la fibre académique. Les études? Ah, quelle perte de temps! Se voyant déjà en haut de l'affiche, elle décide d'utiliser un stratagème vieux comme le monde, le mariage avec un prince. Perspicace, la demoiselle, d'avoir compris avant toutes les pretty women qu'un corps bien fait vaut mieux qu'une tête bien pleine. La voilà donc partie à travers la forêt enchantée. À l'orée du bois, elle découvre un château immense et fastueux, celui de mon client. Prête à tout pour mener à bien ses plans, elle décide de s'y introduire.
Et par quel moyen? Par magie? Abracadabra! Sésame, ouvre-toi! Pensez donc. Elle a tout bonnement fracassé le verrou, violant sans vergogne le domicile privé de la bête. Alors on vous plaidera qu'il s'agissait d'un état de nécessité, que la pauvre enfant avait froid et faim. Mais de qui se moque-t-on? Belle a été assez maligne pour arriver sans encombre. Elle aurait donc pu rebrousser chemin et rentrer chez son père dans la chaleur de son foyer. Et contrairement à ce qu'alléguera la défense, ce château n'est ni abandonné, ni délabré. Dès lors, il est aberrant de prétendre qu'il était inhabité. Vous avez pu en juger par la photo. Je reconnais toutefois que la décoration est à l'opposé du style rococo-barocco si cher à Cendrillon. Et cela s'explique aisément. Ce palais est une enceinte qui protège mon client du monde extérieur. C'est un rempart contre les regards railleurs. Dès lors, quel aurait été l'intérêt d'une décoration en trompe-l'œil? Contre toute attente, Belle n'a pas été chassée. Big Ben et Lumière l'ont dans un premier temps mise en garde, l'invitant même à faire demi-tour. Mais cette dernière insista pour rencontrer mon client. Belle voyait ici l'occasion parfaite de réaliser son plan cupide. Lorsque mon client s'aperçut de cette intrusion, il fut d'abord abasourdi. Pour quelle raison une jeune femme si radieuse voulait-elle le voir lui, cet être si physiquement imparfait? Puis, il se laissa emporter par ses espérances. Peut-être était-elle différente des autres. Il se prit alors à rêver à un avenir commun. Il courut à la rencontre de Belle et s'empressa de lui offrir l'hospitalité. Il brûlait d'impatience de la connaître. Il voulait qu'elle découvre la bonté derrière la bestialité, l'humanité derrière l'animalité. On tentera de vous faire croire que Belle a été violentée et séquestrée. Mais laissez-moi rire, mon cher confrère. La jeune femme s'est vue offrir la chambre la plus luxueuse. Elle se délectait des mets les plus fins. Mironton, pommes sautées, Paris-Brest et crêpes flambées. Tous les soirs, c'était la fête pour la minette. Surtout, la séquestration est caractérisée lorsqu'il est porté atteinte à la liberté d'aller et de venir. Belle pouvait circuler librement dans ce château. Il n'y avait ni garde pour la piéger, ni douve pour l'empêcher de s'évader. Et je vous renvoie en ce sens au plan du château qui figure dans mes conclusions. Elle aurait pu partir si elle l'avait désiré. C'était donc sa volonté de rester. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après quelques semaines, les sentiments de mon client grandissent. Il pense avoir gagné l'affection de Belle. Il veut maintenant conquérir son amour. Sa bien-aimée l'a entretenu de sa passion pour les livres. Il veut alors lui faire plaisir et l'impressionner. Il disposait d'une bibliothèque comme vous n'en avez jamais vu, et malheureusement, n'en verrez plus jamais. Des manuscrits, des parchemins et toutes sortes d'ouvrages s'empilaient du sol au plafond. Les archives du royaume y étaient même conservées. Il s'agissait là d'un patrimoine littéraire d'une valeur inestimable. La bête décida d'offrir à Belle un accès illimité à ce trésor. Ce cadeau était une preuve d'amour, la promesse d'une histoire à écrire. Et vous me permettrez toutefois d'être sceptique quant à la prétendue passion littéraire de Belle. J'ai du mal à concevoir comment une femme aussi évanescente que superficielle, faisant feu de tout bois pour s'enrichir matériellement plutôt qu'intellectuellement, pourrait passer de longues heures à lire les jeux de l'amour et du hasard, la bête humaine ou les femmes savantes. 50 Shades of Grey, éventuellement, je le concevrai. Mais passons. Lorsque la bête demanda à Belle, en échange de ce don, de lui faire la lecture, il voulait partager un moment de complicité avec celle qu'il aimait en secret. Lui, qui se pensait si bête, mais qui était si bon. Par avance, je réfute l'hypothèse d'un agissement sous la contrainte. Si notre blanche colombe avait été si vertueuse, elle aurait pu refuser. Pourtant, elle a accepté. Était-ce par amour? Par affection? Sa véritable motivation, c'est l'intérêt. Surprenant pour une jeune femme se prétendant être l'honnêteté incarnée. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour, enlevez le masque de l'angélisme qui recouvre le visage de Belle, et vous comprendrez que celle qui se prétend de bonne foi n'est rien d'autre qu'une croqueuse de diamants. Oui, vous avez bien entendu,
une croqueuse de diamants. Et si vous n'êtes pas encore outré, le plus grave est à venir. Un soir, Belle allume le feu de cheminée dans la bibliothèque, feuillette quelques romans et remonte se coucher sans éteindre l'âtre. Quelle négligence! Vous m'accorderez qu'à ce moment, elle n'était pas guidée par la flamme de la clairvoyance. Les étincelles du feu, et non pas celles de son intelligence, ont été à l'origine de cet incendie. La bibliothèque et tout son précieux contenu partirent en fumée. En quelques minutes, ce fut un véritable brasier. Bois calciné et cendres, voilà ce qu'il reste désormais. Lumière, alertée, tenta héroïquement d'éteindre le feu. En vain, le désastre était irréparable. Belle, par ce défaut de prudence, s'est rendue coupable du délit d'incendie involontaire. En défense, on vous dira que cette jeune femme avait la tête dans les nuages, qu'elle n'a pas fait exprès. Mes chers confrères, encore heureux qu'elle n'ait pas fait exprès. Faudrait-il la féliciter de ne pas avoir tout bonnement jeté les livres aux flammes? Et je sais que vous n'oublierez pas de rappeler que l'incendie involontaire nécessite le manquement à une obligation de prudence spécifique. Mais voyez-vous, j'ai beau avoir fait du Code du patrimoine mon livre de chevet, il faut se rendre à l'évidence. Le législateur n'a pas anticipé le cas très précis de l'incendie d'une bibliothèque royale. Cela est regrettable, pour mon client comme pour la vôtre. Toutefois, j'ai l'intime conviction que la Cour, ici réunie, rendra la juste décision. Lorsque mon client découvrit ce désastre, il prononça ces mots que seuls ceux qui ont vécu un grand malheur peuvent comprendre. Il y a quelque chose qui hier encore existait. Ces paroles, il les a criées. Mais qu'on ne vienne pas arguer dans ce prétoire la violence psychologique. Le seul qui véritablement a souffert d'un choc, c'est mon client, qui en une nuit a tout perdu. Et suite à cela, vous osez me dire qu'il aurait dû prendre Belle par la main, lui expliquer que ce n'était pas bien de mettre le feu dans la maison des gens, même sans faire exprès. Cela est grotesque. Monsieur le Président, mettez-vous à la place de mon client. Comment auriez-vous réagi si un invité avait causé un tel sinistre dans votre logis? Cette rage, ce désespoir, n'était pas seulement dû à la perte d'un bien matériel. Mon client a perdu sa bibliothèque, une œuvre d'art, qui ne pourra jamais être reconstruite. Mais au-delà, c'est le savoir inscrit dans ses livres qui a été brûlé par Belle sur le bûcher de la bêtise humaine. De fait, le dédommagement est indiscutable. Belle l'a reconnu, mais dépourvue d'honnêteté, elle s'est bien gardée de préciser à mon client que la machine qu'elle lui proposait, non seulement ne lui appartenait pas, mais surtout n'avait quasiment aucune valeur. Exemple supplémentaire, s'il en fallait un, du peu de principe qui guide les actes de cette jeune femme, prête à spolier son père pour ne pas payer de ses propres deniers le prix de ses erreurs. Je ne ferai pas l'offense à la Cour de lui rappeler que la violation de l'obligation d'information sur la valeur est une manœuvre dolosive et que celui qui en est victime peut demander la nullité du contrat. Au-delà des contingences matérielles, mon client a perdu l'espoir. L'espoir en l'amour et en une vie meilleure. Et ça, rien ne peut l'indemniser, rien ne peut le remplacer. Lui qui pensait vivre les feux de l'amour avec Belle est totalement détruit. Et son absence à l'audience est la conséquence de sa profonde dépression. Et aucun de ses proches n'a de remède contre ce mal incurable. Il y a eu des dommages collatéraux lors de cette altercation avec Belle. Lumière s'est éteint. Et il n'est pas mort, comme la défense voudra vous le faire croire. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé dans les pièces communiquées par mon confrère un quelconque certificat de décès. Mon client n'a donc pas commis d'homicide involontaire ou de chandelier-cide. Si Lumière s'est éteint, c'est qu'il a perdu la flamme. Mais c'est la flamme de l'espoir qu'il a quittée. Et qu'est-ce qu'une vie sans espoir? Cette flamme, c'est celle qui m'anime aujourd'hui pour défendre devant vous les intérêts de la bête, mon client. Et je brûle dans mon fort intérieur de voir la justice être rendue. La justice, qui est une vertu avant d'être une institution, nécessite de ne pas se limiter comme Belle aux apparences. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour, comme Thémis, masquez vos yeux. Ne vous laissez pas abuser par les faux-semblants. Et rendez justice
à mon client pour ses espoirs perdus. Justice pour sa vie à jamais gâchée. Justice enfin pour sa beauté intérieure, pour ses actes qui ont prouvé bien plus que tous les mots. Aussi, la Cour reconnaîtra Belle coupable de la violation du domicile et de l'incendie involontaire. La Cour prononcera la nullité du contrat de dédommagement. La Cour, enfin, indemnisera mon client pour le préjudice matériel, mais surtout moral, qu'il a subi. Cette affaire doit surtout interpeller l'opinion publique sur les dangers d'une superficialité grandissante dans notre société. La dictature de l'image place ceux qui ne ressemblent pas à ces standards de beauté dans une souffrance immense. Ce procès, finalement, doit être celui de la vanité, du paraître, au mépris de la richesse intérieure. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la Cour, laissez parler votre humanité et demandez-vous seulement si la bête n'est pas par ses seuls actes le seul ange de cette affaire. Je vous remercie.